Manon Ombry. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes eurodéputée de la France Insoumise. Manon Ombry, beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin. Mais tout d'abord, hier, hommage et minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, Dominique Bernard, professeur assassiné par des terroristes islamistes. L'offensive islamiste, Manon Ombry, notamment à l'école. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand danger dans notre pays aujourd'hui ? D'abord, hier était un moment de recueillement collectif, parce que à chaque fois qu'on s'en prend à nos professeurs, en l'occurrence là par des obscurantistes, des terroristes islamistes, on s'en prend à notre école, et que il faut lutter contre toutes les formes d'obscurantisme. Et que oui, bien sûr, c'est un danger pour l'école, mais je pense que ce qui est un danger aussi, on en parlera aujourd'hui, c'est l'abandon de notre école, qui est là où on forme nos petits, nos bébés, le futur de la République. Et quand je vois que ce gouvernement prévoit 4000 suppressions de postes d'enseignants dans l'école, évidemment que ça aura un impact sur la formation de nos enfants. Parler. Et donc, mais c'est ce qu'on a de plus précieux, l'école, il faut la chérir. C'est un danger, je ne sais pas s'il faut les hiérarchiser. Une hiérarchie de professeurs assassinés. Mais bien sûr, et je vous l'ai dit, c'est à chaque fois qu'on s'en prend à un professeur, on frappe la République en son sein. Et que l'obscurantisme fait du mal au savoir par définition, en fait. L'école, c'est l'endroit où on apprend. Et les obscurantistes veulent tout sauf apprendre, nous ouvrir à l'autre, et c'est pour ça qu'il faut chérir l'école. Je vous pose cette question, Manon Ombry, parce que Sandrine Rousseau a la même question qui lui a été posée pour savoir si l'entrisme islamiste est un fait aujourd'hui dans notre pays. Elle a répondu que l'école est attaquée par des conservatismes. Est-ce que vous faites la même réponse ? Elle a raison. Il y a toute forme de conservatisme qui mettent en danger l'école comme un terrain d'apprentissage. Lesquels, par exemple ? Vous prenez certains établissements privés, par exemple, qui enseignent que le droit à l'avortement, c'est tuer des fœtus et tuer des enfants. Moi, je suis en profond désaccord avec ça, mais c'est pas une question de point de vue. Là, c'est une question aussi de s'assurer que la République maintienne son principe, qui est écrit d'ailleurs sur le fronton des écoles: liberté, égalité, fraternité. Et l'école doit le garantir. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre toutes les formes d'obscurantisme. Mais est-ce que, je répète ma question, c'est quand même important, est-ce qu'elles sont à mettre sur le même niveau ? La Sandrine Rousseau parlait de tri qui sont faits dans certaines bibliothèques aux États-Unis. Est-ce qu'on les met sur le même plan qu'un fanatisme qui a tué 2 professeurs en France ? Sonia Mabrouk, toute forme d'obscurantisme est à combattre. Et la pire de ces formes d'obscurantisme se traduit par des assassinats lâches, comme on a eu par des terroristes islamistes, et j'ai aucune difficulté à le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui... Il y a un « mais ». Non, il n'y a pas de mais. Et ce que je dis, c'est qu'il faut se donner les moyens de lutter contre l'obscurantisme. Est-ce qu'on se donne les moyens ? C'est important, selon vous ? Je pense pas suffisamment, quand on ne met pas suffisamment de moyens dans l'école, et c'est pour ça qu'il faut la chérir. C'est une question de moyens de lutter contre le terrorisme islamiste ? C'est notamment une question de moyens. Alors après, on pourrait élargir sur les moyens au renseignement, les moyens de la justice. J'entends d'ailleurs même que le ministre de la Justice se plaint de son budget. Donc c'est un des éléments. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments. Par exemple, la famille de l'assassin de Dominique Bernard, Manon Ombry, c'est la famille Mogouchkov, a toujours vécu sans papier en France et sous obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces scandales liés aux OQTF, est-ce que vous dites, comme certains, qu'une loi immigration, une nouvelle loi, est urgente dans notre pays ? Sonia Mabrouk, je pense que vous observez la vie politique depuis un certain nombre d'années. Et je pense, comme toutes les Françaises et tous les Français, on ne va pas tomber dans le panneau. La ficelle est un peu grosse. Pourquoi on parle d'une nouvelle loi immigration alors qu'il y en a eu 20 ces dernières 20 années, que la dernière loi immigration est même pas complètement mise en œuvre, que tous les décrets n'ont pas été pris? Que veut faire le gouvernement? Il veut faire diversion. Diversion pour ne pas parler de son budget qui va être la pire saignée sociale jamais connue dans notre histoire. On ne va pas en faire l'impasse. Et je vous en remercie. Mais c'est juste pour une question de diversion, il n'y a pas besoin de nouvelle loi immigration en France. Mais là, le seul objectif de ce gouvernement, c'est, alors qu'ils sont aux abois, qu'ils savent qu'ils tiennent sur le plan national, en copiant, collant leurs projets et leurs programmes. Et je pense que, je vais vous dire le fond de ma pensée, la ficelle est un peu grosse quand même, et qu'on ne va pas tous tomber dans le panneau. Je vais même plus loin que ça. Je pense que ce gouvernement sera tombé, allez, je vous fais le pari, ce gouvernement sera tombé avant même
qu'une potentielle loi immigration puisse être examinée, parce que la réalité, c'est que les jours sont comptés pour ce gouvernement. Et je suis prête à prendre le pari, allez, on a un matin, un bon petit-déj, je vous parie un bon petit-déj que ce gouvernement n'aura même pas l'occasion de proposer un tel projet de loi. Mais la question est de savoir, et là c'est au-delà du pari, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette loi immigration? Je vous donne un exemple précis, et vous me dites, si vous dites banco pour ce pari-là, rallonger la durée de rétention dans les centres de rétention administrative, pour revenir finalement, ou arriver à une moyenne européenne, est-ce que vous dites oui? Moi, je veux bien qu'on rallonge ad vitam aeternam, mais si vous avez... 90 jours à 180, voire 210 jours maintenant. Première chose, est-ce qu'on pense sérieusement que de 90 jours à 210 jours, on aura forcément un laissez-passer? Si un État refuse de délivrer un laissez-passer, il y a de fortes chances que 100 jours, 150, 200 jours, ça ne change pas grand-chose. Et donc, au final, si vous maintenez dans des centres d'enfermement, parce qu'on parle de centres d'enfermement, des personnes qui attendent leur laissez-passer, sous OQTF, ça peut être ad vitam aeternam. Oui, mais des OQTF, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont tous des délinquants. Je prends l'exemple pour Philippine, sauvagement assassiné, son meurtrier présumé faute d'une réponse du Maroc à temps, eh ben, il a fallu le relâcher, Manon Aubry, quelques jours de plus. Il n'aurait pas dû être relâché, vous savez pourquoi? Ça aurait été vital. Parce que l'enjeu dans le cas de l'assassin de Philippine, c'était la récidive. Il avait déjà été condamné pour violence sexuelle et il a été relâché dans la nature sans suivi. Et donc le problème est plus profond sur les actes de violence sexiste et sexuelle, c'est comment on opère un suivi et on prévient ce type de drame absolument insupportable qu'a été le meurtre de Philippine. Et moi, je suis pour aussi qu'on se donne véritablement les moyens si on veut agir contre les violences sexuelles, parce que très souvent, je vais vous dire, c'est de la chair à canon électoral. On parle des droits des femmes que quand il s'agit des étrangers. Moi, je veux qu'on parle des droits des femmes tous les matins. Nous sommes d'accord sur les violences sexistes, mais il n'avait rien à faire sur le sol français d'abord. Il n'avait rien à faire dans la nature. Sur le sol français, Manon Aubry, non ? Il fallait qu'il ait un véritable suivi, parce que c'était un délinquant sexuel. Pourquoi sur notre sol, délinquants qu'il était sexuels. Sous OQTF. Mais vous voyez, Sonia Mabrouk, de manière réaliste sur la question des OQTF, je vous l'ai dit, vous délivrez un OQTF si l'OQTF est délivré et que l'État vers lequel il est renvoyé et ça se passe dans la plupart des OQTF. Mais pour une partie des OQTF, si vous avez l'État qui refuse de délivrer un laissez-passer, vous faites quoi? Vous les enfermez 200 jours, 300 jours, 1000 jours à vie? Il s'agit de revenir à une moyenne européenne de 210 jours. Mais je repose ma question. Une nouvelle loi immigration en France, l'Union européenne, vous êtes eurodéputée, Manon Aubry, Ursula von der Leyen vient de dire il faut encore durcir la législation pour combler toutes les insuffisances. Nous parlons, je le précise à nos auditeurs et téléspectateurs, d'immigration clandestine. Comment pouvez-vous vous opposer à cela? Écoutez, c'est exactement la même opération de diversion qui se déroule au niveau européen. Elle a un budget, Madame Ursula von der Leyen. Oui, elle est aussi en difficulté. Elle a une majorité qui est très faible. Le parallèle peut se faire avec le gouvernement français. Et là aussi, elle repose sur l'extrême droite. Et là aussi, il y a une loi immigration qui a été adoptée au niveau européen il y a moins de 2 ans. Et les textes européens, ils mettent 2 ans à être transposés dans le droit français. Donc le dernier pacte asile-immigration, c'est comme ça qu'il s'appelle, il n'est toujours pas mis en œuvre. Et par ailleurs, que prévoit-il? C'est de mettre davantage de barbelés aux frontières de l'Union européenne. De répartir aussi avec des quotas les migrants. Non, Sonia Mabrouk. Écrit noir sur blanc. Non, Sonia Mabrouk. Je vous invite à regarder le texte de très près, puisque je suis eurodéputée, présidente de groupe au Parlement européen. Et il se trouve, on peut être en désaccord avec moi, que je travaille mes dossiers. Ce texte ne prévoit pas une répartition obligatoire entre les États membres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Sous peine d'amende, il ne le prévoit pas? Qu'est-ce qui va se passer? Les États européens peuvent faire le choix de payer 20 000 euros par migrants pour ne pas participer à un effort de solidarité. Mais sinon, s'ils ne payent pas, on nous avait annoncé un effort de travail collectif, parce que c'est ça l'enjeu au niveau européen. C'est la coordination. On abandonne la Grèce, l'Italie à gérer tout seul. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse les États du sud de l'Europe gérer tout seul. On a su accueillir plus d'1 million de réfugiés ukrainiens sur le sol européen. C'est donc que quand il y a de la coordination, c'est faisable. Mais regardez la coordination, Manon Aubry. L'Allemagne, pardonnez-moi, l'Allemagne, qui avait accueilli quasiment aussi 1 million, dit stop et contrôle ses frontières. Mais voilà un changement de paradigme. Si vous voulez parler véritablement de la question de migration, on peut prendre le sujet dans son ensemble. Moi, je dis que tous ceux qui parlent d'immigration du matin au soir sont des hypocrites. Oui, des hypocrites, parce qu'en réalité, ils parlent d'immigration, mais ils ne font rien pour agir sur les causes des migrations. Vous, moi, Sonia Mabrouk, vous vivez de manière heureuse à Paris. Vous n'avez pas de raison de quitter Paris.
Si vous quittez Paris, c'est que vous fuyez quelque chose. Vous fuyez la misère ou vous fuyez les guerres. Et donc, si vous voulez agir sur les causes des migrations, tarir les flux migratoires, il faut aussi faire en sorte que les gens n'aient pas à quitter le lieu où ils habitent, parce que vous montez rarement sur un dos de survie par gaieté de cœur. L'aide au développement, ça n'a pas été... L'aide au développement, le budget est largement en baisse. Et par exemple, il y a une guerre qui fait rage au Liban et dans la bande de Gaza. J'entends pas beaucoup tous ceux qui parlent de migration du matin au soir demander à Benjamin Netanyahou des comptes pour avoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban, pour faire en sorte que les gens n'aient pas à fuir la guerre. Il y a déjà plus d'1 million de personnes déplacées au Liban. Et pourquoi les pays arabes n'accueillent pas les Palestiniens autour? Alors vous savez que... Pourquoi la Jordanie n'accueille pas? Pourquoi l'Égypte n'accueille pas? Pourquoi on n'interroge pas les pays arabes? Ils n'en accueillent pas? Pas assez. Vous savez que la Jordanie, le gros de la population sont en réalité des réfugiés. Vous savez que les États du Sud, les États du Sud dans le monde sont les États qui accueillent le plus de réfugiés. Donc au bout d'un moment, stop à l'hypocrisie. Si vous voulez que les gens ne fuient pas la misère, qu'ils ne fuient pas la guerre, alors vous leur donnez les moyens de rester chez eux, parce que vous, moi, tous ceux qui nous écoutent préféreraient rester chez eux s'ils le veulent. Autre sujet, Manon Aubry, emblématique, on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit, et ça peut donner des maux de tête peut-être au gouvernement, Doliprane, nouveau dossier industriel potentiellement explosif. C'est aussi, je le précise, le médicament le plus consommé en France. Emmanuel Macron est sorti de son silence et a affirmé hier que le gouvernement pouvait garantir que la France allait être protégée. Le président, dit-il, fait la différence entre propriété capitalistique et capacité de production en France. C'est de nature à vous rassurer ? Écoutez, Emmanuel Macron, en matière de souveraineté industrielle et pharmaceutique, il fait preuve d'une hypocrisie la plus totale. Je me souviens de ce même Emmanuel Macron qui, à la sortie de la crise du Covid, il n'y a pas beaucoup de phrases d'Emmanuel Macron de gauche, alors je les connais toutes par cœur, où il avait dit déléguer à d'autres notre capacité à se soigner, au fond, est une folie. Et je pense qu'il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il fait quand Sanofi prévoit de vendre à la découpe sa filiale qui produit le Doliprane en France? Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. On a aujourd'hui une usine qui est une des principales usines de paracétamol en France, alors même que le gros de la consommation de paracétamol n'est déjà plus produite en France et en Europe. C'est important ce que vous dites. Ce n'est pas, c'est-à-dire que la molécule qui arrive, elle est simplement assemblée à Lisieux, elle n'est pas produite. Oui, alors il y a un problème plus général sur la santé avec 60 à 80% des principes actifs de médicaments qui sont produits en dehors de l'Union européenne, notamment en Chine et en Inde. Et la France et l'Union européenne sont en train de brader leur souveraineté. Et donc, je pense qu'il faut agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que Emmanuel Macron et la France et le gouvernement doivent apposer leur droit de veto. Ils doivent s'opposer à la vente de la filiale à un fonds d'investissement américain. Quitte à faire fuir les investissements. J'observe que la dernière fois que ça a été fait par la France, c'était pour des composants militaires d'une entreprise qui s'appelle Photonis. Et donc, ils n'ont aucune hésitation quand il s'agit de composants militaires, mais quand il s'agit de la santé des Françaises et des Français, là, il n'y a plus personne. La deuxième chose à faire, si vous me le permettez, c'est, je pense qu'on a un problème plus global au niveau français et au niveau européen sur notre souveraineté en matière de santé. Et qu'on ne peut plus laisser le privé gérer nos vies en faisant des profits. Et donc, moi, je vais proposer cette semaine au Parlement européen une commission spéciale qui va permettre d'enquêter sur la perte de souveraineté en matière sanitaire, se donner les moyens enfin de produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin, de répondre aux besoins des Françaises et des Français qui ont tous chez eux des boîtes de Doliprane et qui peut-être demain devront faire face à une pénurie. Donc une commission spéciale, un petit peu comme nous avons d'ailleurs sur le plan national. Qu'est-ce que vous comptez ou qu'est-ce que vous espérez découvrir que vous ne sachiez déjà? Ce que j'espère, c'est à la fois des moyens d'enquête pour déterminer les responsabilités. Je parlais de la responsabilité des gouvernements, mais il y a aussi une responsabilité des entreprises. Par exemple, en 2016. Oui, par exemple. Et il y a aussi une responsabilité des entreprises. On ne va pas se cacher. Sanofi, ils ont fait plus de 5 milliards d'euros de bénéfices, plus de 4 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Ils ont reçu plus d'1 milliard d'euros de crédit impôt recherche en l'espace de 10 ans, alors que les investissements en matière de recherche ont baissé. Il est passé où cet argent? Moi, je ne suis pas d'accord pour que l'État soit une vache à lait qui engraisse quelques actionnaires et que derrière on brade notre souveraineté en matière sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de 3 choses à faire. La troisième chose à faire, c'est des contreparties
à demander aux entreprises des contreparties, parce qu'on ne peut pas déjà que dans le budget, vous allez leur demander beaucoup. Que va-t-il rester à ces entreprises aujourd'hui ? Justement, vous voyez, on parle assez peu finalement de ce budget. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour cette interview, et c'est un vrai sujet puisque ce gouvernement prévoit de faire la poche des Françaises et des Français. Ils vont augmenter la taxe sur l'électricité. Ils vont baisser les pensions de retraite de tous nos anciens qui nous écoutent ou nous regardent ce matin. Ils vont s'attaquer à notre futur en supprimant 4000 postes d'enseignants. Voilà les mauvaises pistes, les mauvais projets qui sont prévus par ce gouvernement. C'est sûr que quand je regarde votre projet, c'est Noël tous les jours. Hein. C'est on distribue, il n'y a pas de problème budgétaire. Les seuls pour qui c'est Noël dans ce projet de budget, excusez-moi de le dire, c'est l'Élysée. On va demander aux Françaises et aux Français de se serrer la ceinture, mais on va augmenter le budget de l'Élysée. L'Assemblée, vous trouvez ça normal, Sonia Qu'est-ce que vous répondez ? C'est Laurent Saint-Martin qui avait dit, mais pour avoir des parlementaires de qualité, il faut augmenter le budget des parlements. C'est vrai, il a raison, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec les moyens dans une Assemblée nationale. Mais je pense qu'on a un devoir d'exemplarité aussi. Et quand je vois que l'Élysée a augmenté de je ne sais plus de combien de dizaines de pourcents son budget, et dans le même temps, il demande aux Françaises et aux Français de faire des efforts, de se serrer la ceinture. Sonia Mabrouk, nos factures d'électricité vont exploser cet hiver, les pensions de retraite vont baisser, ça va coûter encore plus cher de se soigner quand on va aller chez le médecin, quand on va avoir des arrêts maladie. Mais est-ce qu'on choisit d'être malade ? Et vous voyez, au-delà de l'opposition politique que je peux avoir, tout cela n'a aucun sens. Ce gouvernement, le compte à rebours de ce gouvernement est lancé. Et pour vous, c'est la pire saignée sociale. Tombera dans quelques temps. Il tombera. Selon vous. Il tombera très bientôt parce qu'il n'a aucune assise électorale, aucune assise parlementaire, et nous sommes déterminés à proposer autre chose pour le pays parce que oui. Je sais que les interviews politiques sont un peu y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais je veux dire aux Françaises et aux Français qu'on peut faire autre chose. Plutôt que de leur faire les poches, on aurait pu mettre davantage à contribution au rétablissement l'impôt de solidarité sur la fortune. Et surtout, je rappelle que c'est ce gouvernement qui a fait 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui nous a mis dans cette situation et qui doit aujourd'hui assumer cette responsabilité. On comprend que la bataille du budget sera âpre et vive. Merci Manon Brie, eurodéputée, et à bientôt. C'était votre grande interview.